Nous accueillons Stéphane Picard, qui travaille au Diaconesse, unité de soins palliatifs, et qui va nous parler de la méthadone. Bonjour à tous. Alors effectivement, j'ai la chance de pouvoir présenter la méthadone, parce que c'est un sujet qui me passionne depuis des années. On est à 3-4 à se partager ces pupitres en général pour parler de la méthadone. Donc en 15 minutes, c'est un petit peu chaud, parce que c'est vrai qu'on est un petit peu... on a tendance à s'allonger. Je vais essayer de vous faire le pari, de vous donner un petit peu, en 15 minutes, l'ensemble de mes pratiques en 15 ans de méthadone et tout ce qui a été changé. Donc une petite référence à Stephen Hawking, bien évidemment, du fait que je vais vous traiter en 15 minutes. Alors, cette molécule a été un peu créée par hasard, comme beaucoup de molécules, j'ai envie de dire, en 1937 par les Allemands, à partir de la pétidine, une molécule qui est bien connue des anesthésistes. Une année plus tard, en fait, en partant de cette molécule, ils ont essayé de faire d'autres molécules, et ils sont tombés sur le polamidon. Ils se sont dit, tiens, c'est une molécule qui avait l'air intéressante sur le plan pharmacologique. En 1941, un projet et un brevet a été déposé, utilisé par l'armée allemande, puisque c'était compliqué dans ce temps-là d'avoir d'avoir de la morphine en raison des guerres commerciales aussi entre les différentes avec les Alliés. Fin de la guerre, 1945, il s'est passé qu'en fait beaucoup de brevets allemands en fait ont été mis sur une sorte de marché. Les Américains ont récupéré cette molécule par le laboratoire Lilly et l'ont appelée Dolofine, et aucun rapport avec Adolf, parce que des fois Adolf Hitler, parce que parfois on dit que Dolofine, ça a été rapport avec Adolf Hitler. Donc je coupe tout de suite cette rumeur. En 1947, on essaye de voir en fait cette molécule, elle sert à quoi. Donc ils ont fait des essais cliniques avec des doses monstrueuses, et ils sont arrivés à avoir des décès et que les patients toléraient très mal. Donc en fait, cette molécule, ils l'ont mis de côté pendant de très très nombreuses années. Et finalement, en 1964, quelqu'un, je pense, a soulevé les cartons. Et il a trouvé que cette molécule avait une grande indication, notamment pour la substitution par l'héroïne. Je passe toute la problématique de la substitution. Alors, dans le cas de la douleur, pourquoi est-ce que c'est une molécule qui est très 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 intéressante ? Parce qu'au-delà de cette propriété de récepteur aux opiacés, vous avez d'autres actions. Vous avez aussi une action qui est anti-NMDA. Alors, je suis désolé pour ceux qui ne sont pas soignants. Je sais que j'ai un discours un petit peu trop scientifique aujourd'hui. Vous avez aussi une action donc, anti-NMDA qui se rapproche de l'action de la kétamine, qu'on utilise assez régulièrement. Il y a aussi une prévention qui est très importante de la désensibilisation des récepteurs mu, puisqu'en fait, quand vous mettez de la morphine, au bout d'un certain temps, votre morphine sera moins efficace. Et d'autre part, vous avez aussi une action sur d'autres inhibitions, notamment sur les monoamines, la sérotonine et la noradrénaline, qui se rapprochent de certains médicaments antidépresseurs notamment, qui sont aussi indiqués dans les douleurs notamment neuropathiques. Et entre parenthèses, une action bupivacaine-like que je ne vous décrirai pas. Donc en fait, pour une molécule, vous avez au moins 5 cibles antalgiques que nous connaissons qui ont été validées au niveau pharmaco. Donc il en résulte que cette molécule a un intérêt majeur dans la prise en charge des douleurs chez nos patients, avec des douleurs réfractaires ou douleurs rebelles, notamment quand il y a une part de douleur neuropathique au-delà de la part nociceptive des patients, et aussi quand il y a une hyperalgésie. À noter depuis 3-4 ans la possibilité d'utiliser sur le territoire français de la méthadone par voie intraveineuse qu'avant on ne l'avait pas. Donc c'est sous la forme d'une autorisation temporaire d'utilisation, une ATU, qui est juste un papier à remplir et maintenant juste un petit formulaire sur Internet qui dure quelques minutes. Donc c'est vraiment pas un frein à l'utiliser par voie intraveineuse. Les recommandations de janvier 2020, je vous ai mis dans le coin à droite, on a repris toutes les douleurs rebelles et puis on a essayé de faire une mise à jour. Alors, le changement d'opiacé, je le lis, en faveur de la méthadone peut être envisagé en cas de douleur rebelle liée au cancer, après une évaluation effectuée par une équipe spécialisée, qu'elle soit de soins palliatifs ou en douleur, et ceci en deuxième intention, après échec d'au moins un traitement opioïde bien conduit. Ça, c'est l'AMM qui a été développé et qui aboutit à un médicament qui est en vente en ce moment.
C'est une recommandation de grade C. Elle est donc plutôt reconnue par des experts. Il n'y a pas de preuve scientifique formelle sur cette utilisation. Mais franchement, l'essayer, c'est l'adopter. La nouvelle spécialité, le laboratoire est venu nous la présenter il y a une semaine, mais bon, on l'avait vu déjà passer, hein, ça date de septembre 2019, donc ça a mis du temps avant de sortir. En France, c'est toujours très long de sortir des molécules qui ont vraiment un intérêt pharmaceutique. Alors donc ça s'appelle le Zorion, donc je ne ferai pas de publicité, donc là vous avez tout le détail, la forme gélule et la forme sirop buvable. Puisqu'à l'origine, je ne sais pas si vous le savez, la méthadone, c'est l'AP-HP qui nous le fabrique. Si on n'avait pas l'AP-HP, si on n'avait pas un service public, en fait, il n'y aurait pas de méthadone sur le marché français. Donc on remercie en tout cas un laboratoire pharmacologique d'avoir poussé cette molécule et d'avoir eu une AMM pour la prescrire dans un cadre légal. Nouvelle spécialité, nouvelle AMM, ça veut dire que nous n'avons plus l'obligation d'écrire le nom du pharmacien sur ordonnance, comme on l'oubliait une fois sur 4, et on avait la pharmacie qui nous appelait, on n'avait pas mis le nom de la pharmacie. Le prix, parce qu'on peut se dire, nouvelle spécialité, ils vont se faire de l'argent sur le dos des patients. Et en fait, non, pas du tout. C'est un prix qui est assez raisonnable. Hein, 8,72 € la boîte de 7, quelle que soit la posologie que vous utilisez. Et j'ai vu que l'observation initiale doit être hospitalière. Ça, j'ai découvert il y a quelques jours. Sauf que la méthadone, c'est bien beau, mais c'est un peu compliqué à utiliser parce que, notamment, vous avez dans le foie des petites usines enzymatiques qui vont modifier le produit, soit pour le rendre puissant, enfin plus puissant, ou le rendre actif ou l'inactiver. Donc ces petites usines enzymatiques, elles sont très bien, mais en fait, vous pouvez les modifier généralement avec des interactions avec d'autres médicaments. Donc votre petite usine, elle peut fonctionner normalement, vous mettez un produit, elle va s'accélérer, ou au contraire, elle va s'inhiber, elle va moins bien fonctionner. Donc en fait, je vous ai décrit sur ce tableau. Alors, je vais sauter dans le cas où ça diminue la méthadone, notamment c'est des antifongiques, l'alcool et le tabac. Ce qui est important, c'est en fait le fait quand ça va augmenter les taux de méthadone, donc vous allez avoir des risques de surdosage avec des médicaments qui, hélas, nous rencontrons beaucoup dans nos prises en charge de nos patients. C'est le fluconazole, un antifongique. Le Grapeful, c'est le jus de raisin. Bon, ça, c'est pas un médicament. Et notamment, vous avez les inhibiteurs sélectifs des monoamines, donc tous les antidépresseurs, et notamment le citalopram, et donc le séropram et le séroplex, qui sont des molécules qu'on utilise beaucoup chez des patients avec des dépressions. Donc, méfiance. Et puis, il y a quelques médicaments, notamment les tricycliques, médicaments qu'on utilise aussi beaucoup dans nos services, qui là peuvent donner des effets dans un sens ou dans un autre, sans savoir si vraiment cet effet va apparaître quand le patient a cette molécule. Donc c'est vraiment du cas par cas, très aléatoire. Et puis, il y a un deuxième problème, c'est qu'en fait la méthadone, elle joue au niveau du rythme cardiaque. En fait, ça va augmenter sur l'électrocardiogramme. Vous savez, il y a une courbe un peu bizarroïde. Et sur cette courbe, ça va jouer sur le dernier paramètre. Et quand ce dernier paramètre augmente, à ce moment-là, vous avez des troubles cardiaques qui sont très importants, voire létaux. Donc, pareil, on est obligé de faire attention. Donc, faire un électrocardiogramme, vérifier deux molécules qui sont la kaliémie et la calcémie, parce qu'en fait, quand ces doses varient, ça influe sur les troubles cardiaques. Et à nouveau, d'autres interactions des médicaments, dont l'amiodarone, la cordarone, certains antibiotiques qu'on utilise aussi très fréquemment, et à nouveau le citalopram et l'escitalopram, donc en fait qui sont passés maintenant en contre-indication, alors que finalement le fait de mettre du citalopram augmente votre concentration de 27%. Donc quand on le sait, on peut se dire on va faire avec, mais c'est devenu une contre-indication. Et d'autre part, la dompéridone, c'est le motilium. Ça permet un petit peu d'accélérer au niveau de la vidange gastrique, qu'on utilise très peu finalement. Mais en tout cas, ces molécules sont maintenant en contre-indication quand vous les associez. Oui, le Zofren. Oui, c'est le Zofren. Bon. Alors, le Zofren n'est pas une contre-indication, c'est juste qu'il faut. C'est ce qu'il y a dans le Vidal, dans le Teriac, dans les bases de données pharmacologiques. J'ai envie de dire. Nous, on ne fait pas d'électrocardiogramme dans le service. Donc, si vous voulez, on s'en fiche. Je suis obligé de vous dire officiellement, aujourd'hui,
les bonnes règles de la médecine. Et effectivement, parfois, on s'autorise quelques dérogations. Et j'efface ce que je viens de dire à l'instant. Au niveau de la pharmacologie, là, il y a une bonne absorption par la bouche, mais qui, d'un patient à l'autre, va varier énormément. Alors, je vous ai dit que le foie, c'était quelque chose d'un petit peu compliqué à gérer. Ça tombe bien parce que ça passe très peu par le foie la première fois. On oublie. L'effet antalgique, il est pratiquement, comme ce qu'on vous a dit sur la morphine, on est entre 30 et 60 minutes. Donc, on est dans cet intervalle de 45 minutes que vous a donné Julien tout à l'heure. Un pic plasmatique, quand on dose les concentrations, on a le pic à 2,5 voire à 4 heures. Par contre, la demi-vie est variable. C'est-à-dire que c'est quand vous donnez un produit à un patient, vous pouvez savoir la demi-concentration qu'il y a dans son organisme au bout d'un certain temps. Et en fait, cette demi-vie est très très longue. Ça veut dire que si vous avez 100% de produits dans votre organisme, au bout de 13 heures, vous n'en avez plus que 50%. 13 heures suivantes, 25%. D'accord ? Ça diminue une courbe comme ça. Et en plus, cette durée, elle est de 13, donc elle est très très longue, 13 heures à 47 heures. Donc en fait, d'un patient sur l'autre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire de sa méthadone. En gros, je ne sais jamais ce que font les patients avec mes produits, mais là, très clairement, au niveau pharmacologique, ça peut durer très très longtemps pour une même molécule. Donc en fait, quand je lui continue de lui donner sa molécule, en fait, je vais peut-être avoir un patient qui va stocker, il va faire l'écureuil, et je peux arriver à des surdosages assez importants. Et c'est pas fini. En fait, cette molécule, elle se fixe au niveau des graisses. Elle est lipophile. Ça veut dire que quand vous le donnez, la molécule, dans votre organisme, elle va déjà chercher à aller au niveau des graisses. Alors vous allez me dire, les patients cancéreux, ils n'ont pas beaucoup de graisse. Quoi qu'il en soit, cette molécule, au démarrage, elle va être très peu dans l'organisme. Elle va être stockée. Et au fur et à mesure, en fait, plus vos graisses vont être saturées en graisse. Je prends l'exemple d'une éponge qui est sèche. Vous mettez un robinet avec goutte à goutte. Au démarrage, c'est l'éponge que vous allez imbiber d'eau. Et seulement après que votre éponge elle soit pleine, après vous avez l'eau qui recoule en dessous. La méthadone, c'est ça. Donc à partir de 3 à 5 jours, vous allez commencer à avoir de l'eau qui s'écoule en dessous de votre éponge, qui correspond à la méthadone qui va passer vraiment pour essayer de contrôler les douleurs. D'accord ? J'aime bien ce petit exemple de l'éponge, ça marche bien. Donc, c'est une molécule qui est absolument géniale pour des douleurs réfractaires. Douleurs réfractaires, ça veut dire que quand on n'a pas de méthadone, ça veut dire qu'on n'a plus rien comme traitement. On a de la morphine, l'oxycodone, le fentanyl, le sulfentanyl, ce que vous voulez. Mais derrière, c'est un patient qui reste douloureux, avec des effets indésirables que vous ne pouvez pas augmenter. Vous n'avez plus rien à votre patient à lui proposer. Ou alors de l'endormir. Ou de le laisser crier, au choix. Donc, cette molécule-là est indispensable. Mais je vous ai dit que compliqué, au niveau du rythme cardiaque, on peut avoir des petits problèmes. Il y a des interactions médicamenteuses avec des produits qu'on utilise beaucoup. Qu'un individu donné, vous n'allez pas avoir la même possibilité qu'un autre patient. Et vous avez ce fameux retard à 3 à 5 jours. Donc, c'est un peu compliqué. Il y a 2 possibilités que je vais un peu détailler pour pouvoir prescrire de la méthadone. Vous avez le schéma qui est le plus facile, entre guillemets. Ce n'est pas celui que j'utilise. Après, c'est par expérience, par empirisme depuis très longtemps. Ce qu'on appelle le stop and go. Ça veut dire que vous allez arrêter le morphinique que vous avez donné et vous passez à la méthadone. Stop and go. Vous faites une conversion de votre dose de morphine. Donc là, pareil, vous avez vu que si vous faites de la PCA, vous avez une petite calculatrice toujours avec vous. Vous avez une tête bien faite. Donc vous convertissez votre dose en morphine équivalent oral. Donc c'est le fameux MEO. C'est plus facile à écrire après. Et puis cette dose, si vous avez 100 mg de morphine par jour, ça veut dire que vous allez donner après 10 mg de méthadone à chaque prise. Et ça, en fait, vous l'utilisez en entredose. C'est-à-dire que le patient le prend, et puis s'il a toujours mal, 60 minutes après, il peut en prendre une. Vous avez droit à 6 prises par jour. Et ne me demandez jamais, mais oui, mais si le patient, au bout de la 2e heure, il a encore mal, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'en général, vous n'avez jamais une réponse. Et je ne vous en donnerai pas. Au maximum, vous avez 6 prises par jour. Donc, si vous êtes à la 7e prise, c'est compliqué à J1. Si
Le deuxième jour, vous faites le tour du nombre de bolus, le nombre de doses qu'a pris votre patient. S'il est supérieur à 3, c'est-à-dire que vous allez incorporer la dose progressivement. Vous allez monter. Plus il prend d'entredoses, plus vous allez considérer qu'il faut monter la dose des entredoses. Et une fois que vous avez fait combien de jours ? Au 6e jour. Alors pourquoi 6e jour ? C'est effectivement, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quand vous avez votre éponge qui est complètement imbibée, où là vous savez que tout ce que vous donnez, ça passe en douleur. Et à partir de ça, vous pouvez arrêter de faire que de l'entredose. Vous pouvez passer à 2 ou 3 prises par jour qui vont faire l'ensemble du traitement, puisque vous savez que vous avez vu qu'il y a une demi-vie qui est très très longue. Donc en fait, quand vous le donnez une fois, ça dure plusieurs heures. Chose essentielle, jamais de plus de 30 mg à la première dose, parce que vous ne savez jamais sur quel patient vous allez tomber. Vous pouvez mettre des patients dans un coma avec juste une première dose supérieure à 30 mg. Donc c'est écrit en lettres d'or, pas plus de 30 mg. La deuxième possibilité de chevaucher que je préfère, parce que c'est un médecin de Toulon qui m'a dit « mais ouais, c'est mieux comme ça », parce que quand un patient est par voie IV, pour lui, c'est toujours mieux l'IV que le Péros. Vous lui dites « non, mais vous allez avoir un super traitement, et vous allez voir, par voie Péros, ça va mieux marcher ». Parfois, au niveau cognitif, c'est compliqué pour les patients. Et puis, il y a des patients qui, en fait, ont du mal à aller demander une entredose. Donc, cette méthode-là, en fait, vous le passez de manière systématique 3 fois par jour. Alors, c'est plus pratique, mais c'est peut-être un petit peu compliqué. Vous avez vu la courbe ? Donc, en morphine en jaune, donc c'est toujours le même problème de cette éponge qu'il faut que j'imbibe. Donc, les 3 premiers jours, c'est un petit peu compliqué. Donc, sur les 3 premiers jours, je vais baisser progressivement ma morphine jusqu'à l'arrêter. Et puis l'éponge s'imbibe progressivement. Donc en fait, à la même dose, ma courbe verte de méthadone, je vais avoir un médicament de plus en plus efficace. Donc j'essaye de couvrir le fait que l'éponge soit un petit peu sèche en mettant de la méthadone. Et quand l'éponge est complètement imbibée, j'ai plus de morphine, je n'ai plus que ma méthadone. Vous la donc répartissez sur 3 jours et vous faites des entredoses de 10% de la dose totale. Idem, pas plus de 30 mg aux premières prises. Sauf, un schéma un petit peu compliqué, sauf que tout à l'heure, je vous ai dit que pour passer de la morphine à la méthadone, c'était 10% de la dose. Très bien, ça marche comme ça. Sauf que quand on passe en traitement continu, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, plus vous avez une dose de morphine, moins vous allez mettre de méthadone. En fait, ce n'est pas une courbe linéaire. La proportion de méthadone pour la morphine n'est pas la même proportion que quand vos doses de morphine augmentent. D'où ma courbe linéaire. Donc il y a 3 courbes. Je vais passer rapidement. Retenez la dose de plomb, ce que fait Sophie Laurent. C'est divisé par 15 plus 15. Ça marche relativement bien. Et celle-là, on s'en rappelle. Parce que les racines carrées, j'ai mis 3 ans à la retenir. Puis quand on a compris, c'est facile. Il y a toujours ce plus 15, c'est rigolo. Alors, qu'est-ce qui est le mieux entre ces 2 possibilités que je vous ai décrites ? Il y a une étude qui est sortie en 2014 par Philippe Poulain, qui était à l'IGR à l'époque. Non, peut-être plus. Non, il était déjà parti. Ça s'appelle l'Equimed 2, et il a essayé de voir, très convaincu de se dire que le stop and go allait être mieux que l'autre. Et finalement, il s'aperçoit qu'avec les courbes, qu'on a la même efficacité sur les 2 traitements, le stop and go et le chevauchement. Bon, très bien. Quelle était la meilleure ? Alors la meilleure, je vous l'ai dit, il n'y en a pas. Au niveau efficacité, pardon, efficacité, au niveau tolérance, c'est la même chose. Il n'y en a pas une qui est moins sécuritaire que l'autre. Je veux juste présenter cette diapositive où il y a effectivement tous les chiffres qui sont notés. La dernière, c'est les surdosages en méthadone. La population générale, on a pris 144 patients qu'on a divisés en 2 bras, un bras stop and go et le bras chevauchement. Et en fait, on a eu 19 surdosages. On est dans une étude clinique, donc c'est-à-dire que les patients ils sont surveillés. Donc malgré tout ceci, avec des médecins qui étaient quand même au courant de ce qu'ils mettaient avec leurs patients avec des études cliniques, peut-être que vous voyez, avec des gros cahiers, on a quand même eu 14 surdosages, enfin 19 surdosages. Donc ça veut dire que ce n'est vraiment pas anodin de mettre des patients sous méthadone. Donc il faut une grande surveillance. Et le problème, c'est ce qui fait qu'en fait la méthadone, on ne l'utilise pas. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour vous convaincre qu'il faut se lancer. N'est-ce pas ?
Alors, donc, le stop and go serait plus facile à utiliser, à manier, du fait qu'il n'y ait pas mes protocoles de courbe dans tous les sens. C'est 10% de la dose. Vous n'êtes pas dire, ah oui, mais la morphine que je diminue progressivement, est-ce que je l'arrête au 3e jour? Est-ce que je fais un tiers tous les 3 jours ou la moitié? Et puis c'est plus facile à faire, il y a moins de discussions. Mais c'est vrai qu'en soins palliatifs, on adore discuter pendant des heures pour aboutir à une absence de réponse. En tout cas, la chose qu'on a acquis, c'est qu'en fait, tout changement au profit de la méthadone se fait en unité d'hospitalisation chez nous en USP. Même si on a une équipe mobile dans le service d'oncologie dans l'autre hôpital, on ne le fait pas parce qu'on peut avoir des gags. Et Philippe Poulin, enfin, je veux dire, on a tous des cas de dire, même si on sait, on peut se planter. Et comme vous avez ce retard 3 à 5 jours, si vous attendez une fréquence respiratoire à 8 pour vous dire « Oh, j'ai peut-être mis mon patient sur dosage », vous allez au tapis, parce qu'en fait, ce patient, vous allez mettre en réanimation ou faire en tout cas des doses compliquées de naloxone, mais je voulais le terme de réactif. Et donc, en fait, c'est un peu compliqué, dangereux. Je finis juste. Nos collègues canadiens en ont remis une couche il y a 2 ans au congrès de l'ASFAP, donc ça date de 2016. Et ils ont développé quelque chose qui te fait frissonner, c'est le concept de co-analgésie, puisque quand on parle d'analgésie, c'est notamment avec des paliers 3. Et en fait, on utilise cette molécule, la méthadone, pour l'utiliser pas pour ses propriétés sur le récepteur aux opiacés, mais pour les autres propriétés que je vous ai décrites. Ce qui a intérêt de partir avec des petites doses, on fait 1 mg 3 fois par jour, puis 2 mg x 3 par jour pendant 4-5 jours à chaque fois, et on augmente à 3 mg x 3 par jour. Donc en fait, on a des doses qui sont toutes petites, qui nous évite de rentrer toutes les considérations que je vous ai décrites tout à l'heure, donc c'est quand même beaucoup plus simple à utiliser et qui nous permet, dans un certain nombre de cas, c'est pour l'instant la littérature scientifique a du mal à prouver, mais c'est vrai qu'en clinique, c'est pas mal. Ça vous permet aussi de le prescrire aussi dans tous les services et pas vous dire « Ah mince, il faut faire la méthadone, c'est-à-dire que je vais devoir vous hospitaliser dans une unité de soins palliatifs », avec tout ce que ça peut considérer comme au niveau cognitif. Donc on commence avec une dose qui est toute petite, on augmente progressivement, on s'arrête quand on a trouvé une dose efficace. Voilà, bon, après il parle de corticoïdes, mais on s'en fiche un peu. Voilà, merci.